plaisir de vous savoir nombreux sur Malaika Télévision. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Voici votre journal. Tout d'abord, le sommaire. La situation au port de Moba dans la province du Tanganyika est chaotique car depuis le début de cette semaine, ce point d'accostage est inondé à cause des pluies diluviennes qui s'abattent sur la province. Cette situation a un impact sur l'économie et les trafics maritimes dans les territoires de Moba. Une autre province à problème, c'est le Nord Kivu. À ce jour, elle enregistre plus de 1,2 million de déplacés internes dus à la guerre d'agression de 2023. Ceci ressort du rapport publié par le HCR vendredi 21 avril 2023. Et à côté de ces réfugiés, la province enregistre également une recrudescence des attaques des ADF à Béni. Ces rebelles ont déjà tué plus de 200 Congolais depuis le début de cette année, malgré l'opération Choudia. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Le 14 avril dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avait annoncé au cours du Conseil des ministres que la délivrance des premières cartes nationales d'identité sera faite d'ici mi-2023. Comment le gouvernement congolais compte s'y prendre en si peu de temps et ce processus de recensement ne sera-t-il pas aussi décrié comme l'opération d'enrôlement à travers le pays? Alors, tentative de réponse avec Ange Makadingoy, elle est chercheuse à Ebouteli. Le gouvernement congolais semble déterminé à octroyer la carte d'identité aux Congolais, le dernier recensement de la population remontant de 1984, et que depuis 2006, c'est la carte d'électeur qui sert de carte nationale d'identification provisoire. Les chances pour que cette opération se passe en bonne et due forme sont réduites, selon l'analyse d'Ange Makadingoy, chercheuse à Ebouteli. Il est important de recenser la population congolaise, mais sur quelle base partir? C'est là toute l'inquiétude. Le recensement doit remplir des critères objectifs et aider à disposer de données socio-démographiques fiables. Le contexte sociopolitique congolais est caractérisé par un manque de confiance. En plus, le retour du débat sur la nationalité, les retours des déplacés et des réfugiés, ainsi que les discours de haine qui s'en suivent et son incidence sur l'accès au centre d'enrôlement pour certains Congolais créent un environnement moins favorable. Comment l'ONIP compte-t-il utiliser les données puisées de la base de la CENI pour octroyer les cartes nationale d'identité? En moins de 2 mois, l'ONIP saura-t-il compléter les informations obligatoires du fichier général de la population que la CENI n'a pas prélevé lors de l'identification des électeurs? Le flou autour de ce processus risque une fois de plus de favoriser les tensions sociales en RDC. Pour la même analyse d'Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, c'est un agenda de campagne qui motiverait le gouvernement à vouloir à tout prix offrir cette carte d'identité aux Congolais au cours d'une année électorale. Recenser en partant du fichier électoral, trop souvent controversé, paraît problématique, surtout si ce fichier est soupçonné de préparer la fraude électorale. L'idéal serait de commencer par le recensement qui va constituer les fichiers de base pour toute la population. Dans ces conditions, la production des cartes nationales d'identité risque d'être seulement avantageuse pour ceux qui veulent en faire un discours de campagne pour la prochaine élection. Les premières cartes d'identité seront délivrées d'ici mi-2023, a annoncé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans ce processus d'identification, c'est la mutualisation des opérations entre la CENI et l'Office national d'identification de la population ONIP, qui a été ordonné par le gouvernement congolais en collaboration avec le Bureau central de recensement, l'Institut national de la statistique. Cette opération sera-t-elle un succès? Les prochains jours nous en dirons un peu plus. C'était là un reportage signé par Joseph Kaongo Amutaki. Et les opportunités touristiques dans la province du Lualaba étaient au cœur des échanges entre le commissaire provincial en charge du tourisme et la délégation mixte de l'entreprise Moussol, conduite par son directeur général et l'organisateur de KBM, ainsi que le coordonnateur du bureau des liaisons du Lualaba dans la province du Haut-Katanga. Cette délégation a par la suite effectué une visite à l'aérogare de Kolwezi. Le reportage est signé par Francine Missingangano. Jeudi 20 avril 2023. Le commissaire provincial en charge du tourisme et développement rural, le Dr Joseph Timanga, a accordé une audience à une délégation mixte de l'entreprise Moussal, conduite par le directeur général et organisateur du KBM et les coordonnateurs des bureaux de liaison Lualaba au Katanga. Les échanges ont tourné autour de la problématique des opportunités touristiques au Lualaba. Et donc nous avons ensemble parcouru les différentes opportunités touristiques dans la province du Lualaba. Il y a effectivement beaucoup de potentialités dans les hôtels. Les hôtels sont toujours saturés dans la province du Lualaba. Donc c'est un secteur qui est porteur. En dehors des hôtels, nous allons effectivement avoir un nouvel aéroport international qui va permettre à plusieurs étrangers venant de pays différents de venir visiter la province du Lualaba, qui est une province pilote
et très rempli de beaux sites à découvrir, dont entre autres les sites miniers aussi. Et nous avons vu ensemble que nous pouvions développer des parcs animaliers, nous pouvions développer le secteur de la pêche, qui est une activité que les touristes adorent. Le Lualaba est rempli d'opportunités et nous allons voir comment est-ce qu'effectivement nous pouvons mettre des investisseurs en face des différents projets que propose la province. Les échanges aboutiront non seulement à l'investissement de différents projets sur place, mais également à une conférence internationale, des forums et expositions qui aura lieu les 11 et les 12 septembre 2023 à Kolusi, capitale mondiale du cobalt, métamorphosée par la gouverneure Fifi Masuka Saini sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation a effectué ensuite une visite pour voir les sites qui sera choisi pour offrir les assises des 2 jours, les centres de négoce, l'esplanade du nouveau palais du peuple et l'aérogare de Kolusi. KBM est le plus grand événement consacré à la sous-traitance et au développement des affaires en RDC. Et du Lualaba, direction la province du Tanganyika. Ici, le trafic se complique davantage au port de Moba en cette période pluvieuse. Ce port est complètement inondé à cause de la montée du débordement des eaux du lac Tanganyika à hauteur de la cité de Moba Port. Le voyage se déroule d'une manière dangereuse alors que plusieurs dégâts causés par les inondations ont été enregistrés dans la même cité. Le point, c'est avec Marcel Kataya. La situation est plus que catastrophique. La vie des voyageurs et des agents de l'État en danger, le port de Moba est englouti dans les eaux du lac Tanganyika. C'est de cette façon que les activités se déroulent au port. Sur ces images prises par nos confrères de Moba Actualité Média, en début de cette semaine, on y voit les embarcations de secours faisant des navettes pour faciliter le déplacement de la population. Nous demandons l'implication de nos autorités. Mais d'autres voyageurs préfèrent seulement plonger leurs pieds dans les eaux pour quitter ou atteindre les bateaux. Un casse-tête surtout pour les femmes qui veulent voyager de Moba à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika ou vice-versa. Les dégâts causés par les inondations ont été également déplorés dans la cité de Moba Port après une pluie diluvienne le mercredi dernier. Les habitants ont subi la colère de la rivière Kaengele. Certains ont été pris en sandwich entre le lac et le débordement des eaux de cette rivière. La pluie a commencé à 20h. La route a été coupée en 2 avant que l'eau n'envahisse les maisons. Un domicile s'est même écroulé. Nous avons reçu l'administrateur des territoires pour les constats et nous attendons la suite. Ces dernières années, cette cité riveraine du lac Tanganyika a toujours connu de pareilles situations en période pluvieuse à cause de la montée du niveau d'eau. Les conséquences sont aussi enregistrées du point de vue économique, car c'est ici où il y a l'unique port où accostent les bateaux en provenance de Kalemi, Uvira, Tanzanie et de la Zambie. Et le Fonds pour l'inclusion financière, TPM en sigle, poursuit avec la série de formations en éducation financière en République démocratique du Congo. La toute première séance a eu lieu ce samedi 22 avril 2023 ici à Lubumbashi. Elle a réuni les multiplicateurs qui sont aussi des entrepreneurs dans différents domaines. La lutte contre la pauvreté est l'un des objectifs de cette formation en éducation financière. Un reportage signé par Parfait Michael Mutanda et Junior Kazumba. Apprendre à gérer ses finances à bon escient au quotidien, surtout de manière raisonnable, cette notion a été inculquée dans les chefs des participants à la formation sur l'éducation financière, organisée samedi 22 avril à Lubumbashi par les FPM. En tant qu'entrepreneur, je viens d'apprendre quelque chose qui m'a beaucoup plus intéressée, qui est celle de ne pas mélanger les dépenses familiales à celles de l'entreprise et ne pas puiser dans les ressources de l'entreprise lorsqu'on n'a pas encore fini les dépenses de l'entreprise. Comment je vais gérer les dépenses? Comment équilibrer les dépenses, les épargnes? C'est vraiment très important. J'aurais souhaité si ça pouvait aller au-delà, parce que les femmes sont nombreuses. Il y a plusieurs familles qui ont besoin de ce genre de formation. Je vais comprendre beaucoup de choses. Je
dois faire l'effort, améliorer ma façon de faire le travail. Le Fonds pour l'inclusion financière, FPM en sigle, veut à travers les programmes nationaux d'éducation financière de la RDC outiller la population congolaise à lutter contre la pauvreté. Les résultats sont palpables car la plupart des bénéficiaires ont eu à changer leur gestion financière. Il faut apprendre à gérer l'argent avant de l'avoir. Nous apprenons à mieux gérer notre Nous apprenons à mieux gérer les dépenses. Quand on arrive à mieux gérer les dépenses, on va voir qu'on s'épanouit. Je vous assure, moi-même, je suis ce qu'on appelle un témoin vivant. En suivant la même théorie, en pratiquant la même théorie, dans les deux parcelles-là, j'ai construit une maison. Pourquoi? J'ai élaboré un bon budget par rapport à la situation de mon ménage. Combien je reçois? Quel est mon revenu? Combien je dois dépenser? Combien je dois épargner? La séance de ce samedi 22 avril concernait la formation des multiplicateurs sur l'éducation financière. Ces derniers vont à leur tour sensibiliser la population dans leur milieu de vie. Il s'est dénoté que les fonds pour l'inclusion financière avec ses partenaires ont déjà programmé à leur agenda une autre formation sur l'éducation financière en faveur des duplicateurs dès la semaine prochaine et une autre séance de sensibilisation des élèves dans des écoles sur la gestion de l'argent. La situation humanitaire dans la province du Nord Kivu se dégrade au jour le jour avec la guerre d'agression. Le vendredi 21 avril, une délégation du Haut-Commissariat pour les réfugiés HCR a constaté que la province compte actuellement plus de 1,2 million de nouveaux déplacés internes depuis la résurgence du 1-23 pour l'année 2022 et c'est sur les territoires congolais. Chadra Kaila nous en dit plus. Depuis la résurgence du M23 en mars 2022, 1,2 million de personnes ont été déplacées dans cette région, portant le nombre total des déplacés à plus de 6,2 millions dans tous les pays. La mission de 3 jours visait à évaluer la capacité du HCR à répondre aux besoins de ces personnes vulnérables. Cependant, le HCR a besoin de 232 millions de dollars pour répondre aux besoins de ces déplacés, n'a mobilisé que moins de 20% de ces montants à ces jours. La représentante pays du HCR en République démocratique du Congo a souligné l'urgence de la situation et appelé à une augmentation du financement pour répondre aux besoins des bases tels que l'abri, l'eau potable, la nourriture, la protection contre les violences. Les délégués du HCR ont constaté les conditions difficiles dans lesquelles le déplacé vit dans les 3 sites visités près de Goma et souhaitent les retours de la paix durable dans l'est du pays pour permettre aux personnes de retourner dans leur village. La délégation était composée des membres du siège du HCR à Genève, Suisse, et du bureau régional à Pretoria, Afrique du Sud. Il est important de noter que la situation à RDC est complexe et que la rébellion du M23 n'est qu'un des nombreux défis auxquels le pays est confronté. Les conflits armés, les violences intercommunautaires, les épidémies et d'autres crises humanitaires ont également eu un impact important sur la population congolaise. Cependant, la mobilisation des financements adéquats est donc essentielle pour aider les personnes les plus vulnérables dans le pays. Et on reste dans la même province, mais là nous irons maintenant à Béni où l'on note la recrudescence des attaques des ADF qui prennent de plus en plus de l'ampleur. De janvier 2023 à ce jour, environ 200 civils ont été tués lors des attaques armées attribuées aux rebelles ADF dans les territoires de Béni. Et ce malgré l'opération Ushouja qui se poursuit. C'est une opération conjointe FRDC-UPDF contre les ADF. Guilhem Bafouni Mbaka. Un récent rapport rendu public par les bureaux de coordination humanitaire OCHA révèle que plus de 200 civils ont été massacrés lors des incursions armées perpétrées notamment par le rebelle ADF depuis le début de l'année 2023 dans le territoire de Béni, au Nord Kivu. D'après cette organisation onisienne, au moins 40 civils auraient été tués dans les zones de santé de Kalunguta et d'Oicha. À en croire la société civile locale, l'attaque la plus meurtrière a eu lieu le 7 avril à Moussandaba, où 26 personnes ont été tuées. C'est la même zone de santé d'Oicha qui abrite actuellement plus de 65 000 personnes déplacées. La société civile locale et des sources humanitaires renseignent que depuis mars 2023, les violences contre les civils ont augmenté dans les territoires de Béni. Les mêmes sources rapportent que plusieurs personnes ont été tuées à la machette par les ADF. La majorité a été tuée dans la chefferie des Bachou. Ici, on avait enregistré plus de 38 morts à Mukondi et 8 morts à Mwassa le même jour, mais également à Kirindera, où 20 personnes
avait été tué. Au cours du mois de mars dernier, plus de 100 personnes ont été tuées. C'est plus de 8 fois le nombre de victimes qui ont été tuées en février 2023. Notons que la société civile locale avait jugé sombre les résultats des opérations militaires menées contre les ADF qui sont en cours, et cela en dépit de la présence des forces ougandaises dans cette zone. Et depuis le début de cette année, la République démocratique du Congo connaît une épidémie de rougeole dans quelques provinces. C'est notamment au Nord Kivu, en Ituri et même au Kwilu. En 3 mois, ces provinces ont enregistré plus de 1000 cas, dont une centaine de décès. Les précisions dans ce reportage. Dans 20 zones de santé sur les 34 que compte le Nord Kivu, 13 personnes sont mortes de l'épidémie de rougeole sur plus de 800 cas enregistrés en une semaine, rapporte Radio-Okapi.net. Selon la même source, le chef des divisions provinciales de la santé au Nord Kivu a livré ces chiffres dans son rapport publié vendredi 21 avril 2023 à Goma. Plusieurs facteurs sont à la base de la résurgence de cette épidémie dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est entre autres la malnutrition, la promiscuité et l'hygiène précaire, surtout avec la présence des déplacés, a indiqué le chef des divisions provinciales de la santé au Nord Kivu. Le 23 mars dernier, ce sont plus de 120 cas de rougeole avec 2 décès qui avaient été notifiés en l'espace de 2 mois dans la zone de santé de Mandima en Ituri. Les médecins chefs des zones de santé avaient précisé que la majorité des patients étaient des enfants dont l'âge variait entre 0 et 5 ans, mais les adultes étaient aussi touchés. La forte densité de la population, dont une présence des déplacés, dont les conditions d'hygiène étaient déplorables, serait à la base de cette maladie. Toujours au mois de mars, près de 370 malades de rougeole, dont 10 décès, avaient été enregistrés dans différentes zones de santé de la province du Kwilu, dans la partie ouest du pays. Déclarée depuis l'année dernière dans les Kwilu, l'épidémie de rougeole touche à ce jour au moins 11 zones de santé sur les 24 que compte la division provinciale de la santé. Pour faire face à cette maladie, les médecins chefs de ces zones de santé demandent au gouvernement et ses partenaires de préparer une campagne de vaccination afin de limiter la propagation de l'épidémie. Et on change complètement de chapitre, on va parler d'une célébration, investir dans notre planète, et le thème choisi pour l'édition 2023 de la Journée mondiale de la Terre. Ce thème met l'accent sur la nécessité de tout changer, le climat des affaires, le climat politique et même la façon dont nous agissons pour le climat. D'où nous devons investir dans notre planète pour lutter contre le changement climatique et aussi prévenir une extinction massive, comme le dit Omer Kabasele dans ce reportage signé par Aline Salima Chabani et Roli Lokinda. Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Elle a été créée pour sensibiliser les publics à la protection de l'environnement et de la biodiversité et pour encourager les individus et les gouvernements à agir en faveur de la durabilité environnementale. Au fil des ans, la Journée mondiale de la Terre est devenue un événement important dans le mouvement écologiste mondial, mettant en avant des préoccupations environnementales, notamment la pollution de l'air et de l'eau, le changement climatique et la conservation de l'écosystème. En sa qualité d'environnementaliste, Omer Kabasele estime qu'il est temps de préserver et protéger nos moyens de subsistance. Nous avons 5 messages clés pour cette année pour répondre directement aux besoins du thème de 2023. Premièrement, c'est vulgariser le message en lien avec l'utilisation, la réutilisation et le recyclage des ressources. Ça, c'est une première. Et la deuxième information, le deuxième message pour cette année 2023 en rapport avec le thème, c'est simplement la plantation des arbres. Troisième message, la sensibilisation des plus jeunes. Quatrième message que nous donnons, c'est de faire de chaque jour la journée mondiale de la Terre, c'est-à-dire changer notre mode de vie et avoir pratiquement des réflexes écologiques chaque jour en posant des actes en faveur de la planète Terre, c'est-à-dire de l'environnement. Voilà le message clé qui est donné cette année 2023 en rapport avec l'investissement dans la planète. Même sur l'aspect de la sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement, on n'interdit pas l'exploitation. Tout ce que nous donnons comme message de manière universelle, c'est amener tout le monde dans ce que nous appelons les objectifs de développement durable. Nous devons travailler et vivre de manière à minimiser notre impact sur l'environnement dans tous les domaines.
La Journée mondiale de la Terre est une occasion de rappeler que la Terre est notre maison commune et que nous devons la protéger pour les générations futures. Et la page culturelle, l'artiste musicien Hervé Ferregola est endeuillé depuis le lundi 17 avril dernier. Il a perdu son jeune frère Guy Gola, décédé de suite d'une maladie. Mais une polémique tourne autour de ces décès. Certains pensent que Jésus de nuance, à savoir Ferregola, en est l'auteur. D'autres, par contre, soutiennent l'artiste congolais. Pour le reste de l'actualité culturelle, plusieurs artistes congolais préparent des concerts, en l'occurrence Héritier Watanabe, pour le vendredi 28 avril prochain en Suisse. Junior Mbouyamba. C'est une image un peu rare de voir Ferregola sécher ses larmes sur une épaule. L'artiste est bien touché par la disparition de son petit frère et musicien de son orchestre, Guy Gola, décès survenu après plusieurs mois de maladies encore mystérieuses. La star laisse derrière lui une carrière prometteuse et surtout les souvenirs d'un talent. Un décès qui vient créer un malentendu dans la famille. Orly Gola, l'un des frères des Jésus des Nuances, accuse ces derniers d'être l'auteur de la mort de son frère cadet, Guy Digital Gola, tout en affirmant tout le monde dans la famille savait que Guy était malade, mais personne n'a rien fait. Dans la foulée, un artiste comédien proche de Ferregola voit les choses autrement. Ce n'était même pas un problème. Son frère avait disposé une maison pour lui, mais les membres de son église lui ont demandé de quitter pour rester à l'église. Il dormait sur les bancs. Il est décédé dans une église que vous connaissez. Ah, des pasteurs Mukuna. Voilà, c'était dans cette église. C'est même les membres qui l'ont acheminé à la mort à l'église. C'est là que les gens trouvent la guérison. Si c'était des délaissés, tout le monde devrait en parler. Pour l'instant, la polémique ne cesse d'enfler autour de ces décès. Guy Gola sera mis en terre le mardi 25 avril à la nécropole de Lancélé. Fally Ipupa est parmi les stars congolaises qui ont envoyé un message de condoléances à Ferregola. En parlant de Fally Ipupa, celui-ci n'a pas l'intention de dormir sur ses lauriers. Professeur, docteur Dadimata Canada. L'auteur de la chanson Mayday prévoit une production à nouveau en terre française à Paris. La Défense Arena, une arène des spectacles qui contient 40 000 places assises. Un autre talent congolais poursuit sa tournée européenne. Après sa dernière production en Grèce et quelques répétitions à Paris, Héritier Watanabe va mettre le feu ce vendredi 28 avril à Lausanne, en Suisse. La toile s'est également affolée de voir la diva africaine Barbara Kanam en tenue de FRDC, une façon pour elle de soutenir l'armée congolaise et de dire non à la balkanisation. Reste à savoir si c'est pour un éventuel clip. Pendant ces temps, Yvan Youssouf et RJ Kanyera collaborent sur un titre. Par ici, nous mettons fin à cette session d'actualité. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec le même et réel plaisir. Au revoir et bon week-end.